Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo, ce point de marché du 11 février 2023, qui sera encore plus court hein, que d'habitude, encore une semaine assez chargé pour moi. En plus, j'ai fait une intervention, donc vous pouvez la suivre hein, sur ma chaîne. J'ai fait une intervention à l'ISUP, hein, qui est une école d'actuariat qui est connue, hein, qui est connue en France, hein, qui forme justement les personnes qui tarifient les contrats d'assurance, que ce soit d'assurance vie ou non vie. Donc j'ai fait une intervention et donc évidemment ça m'a pris un petit peu de temps, sachant que je suis également salarié, hein, je suis en double activité, en plus de mon activité d'investisseur. Et du coup, moins de temps, évidemment, pour préparer une vidéo longue avec tous les graphiques. Alors néanmoins, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine sur les marchés. On n'a pas eu une grosse actualité par rapport à il y a 2 semaines. Néanmoins, le titre de cette vidéo s'intitule Le dog est tombé sur un os. Et oui, en référence, hein, si vous me suivez, aux gens qui sont bullish sur les marchés, qui achètent comme des bourrins, que j'appelle les dogs de Bordeaux. Et là, le dog est tombé sur un os parce que les marchés n'ont pas pu signer encore de nouvelles avancées. On a buté sur des grosses résistances. Alors, de quoi s'agit-il si on creuse un peu le sujet? On va parler du CAC 40. Alors, le CAC 40 vous voyez, hein, quand on regarde depuis le début de l'année, hein, il a fait une énorme embardée hein, de 6500 quasiment jusqu'à 7000 points 7000 points, 7100 points en ligne droite, hein, sans retracement, sans correction. Et là, on voit que il y a 10 jours, on a tenté de casser les 7002 sans succès. Et on a réitéré hein, lors de jeudi soir, hein, lors de la journée, enfin la soirée de jeudi, on a réitéré de casser les 7002 sans succès. Et on est revenu, on a même enfoncé les 7100 avant de revenir à 7145. On voit que le CAC 40 hein, bute sur une grosse résistance qui est finalement le cours de clôture du 31 décembre 2021. Alors c'est un peu pareil sur le Dow Jones, sauf que le Dow Jones, on est encore loin des niveaux de fin décembre 2021, hein, puisque je vous rappelle que le 31 décembre 2021, le Dow Jones a clôturé à plus de 36 000 points. Là, on est à 38 864 points, donc on est encore à presque 10% en dessous des niveaux du 31 décembre 2021 pour le Dow Jones. Donc, on voit qu'on a du mal, hein, on bute hein, sur cette zone, hein, cette grosse zone de résistance hein, des 34 200 points. On n'arrive pas à la casser. Là, on avait eu, hein, c'est un graphique en pas horaire, hein, là, on avait eu en, en octobre, on a eu ce qu'on appelle un bull trap. On a vu un discours de Jérôme Powell qui a propulsé le Dow Jones à quasiment 35 000 points. Et puis tout de suite, ça a baissé parce que les marchés se sont dit, mince, finalement, on ne va pas forcément baisser les taux tout de suite. Et même, du coup, la Fed continue à augmenter les taux. Donc là, on a vraiment ce barrage qu'on n'arrive pas à franchir au niveau du Dow Jones, qui est quand même le plus gros indice américain, enfin, en termes d'histoire. Hein, le Dow Jones existe depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est un indice qui a un historique très large. Hein. Moi-même, je m'en sers pour mes investissements parce que on a quand même un recul. On a vu comment l'indice s'est comporté durant les grandes crises, comme la crise de 29, durant des chocs, comme les chocs pétroliers. Hein, le CAC 40 n'existait pas hein, durant les chocs pétroliers. Comment il s'est comporté durant les guerres mondiales, voire même comment il s'est comporté à la guerre de sécession, puisqu'on on a pu reconstruire l'évolution du Dow Jones pendant la guerre de sécession, la guerre civile américaine. Donc c'est un indice très intéressant à étudier. Et on voit que le Dow Jones, hein, comme le CAC 40, comme beaucoup d'indices d'ailleurs, hein, bute sur ces niveaux de résistance majeurs. 34 000 points pour le Dow Jones, 7 200 points pour le CAC 40. Hein. Donc là, on voit que vraiment ce qu'on appelle les dogs, de Bordeaux, hein, donc les bullish, hein, on a des permaboules, hein, des gens qui veulent que les marchés montent,
ont du mal à tirer encore les indices vers le haut. Alors, je vais vous fournir une petite information assez intéressante que j'ai eue. Alors, je ne vais pas citer de nom. Je vous ai parlé des assureurs vie qui achètent pas mal d'actions. Alors, pas tous, hein, mais certains assureurs vie tirent à fond sur les actions et je vous recommande la plus grande prudence justement lorsque vous investissez dans l'assurance vie, hein, savoir si votre assureur s'amuse à faire joujou avec les actions, hein, pour essayer de masquer des pertes sur la partie obligataire. J'ai appris que les commissaires aux comptes, alors c'est un peu technique, hein, désolé, les commissaires aux comptes qui auditent les assureurs vie sont, pour certains d'entre eux, en train de changer les règles de calcul de la PDD. Alors la PDD, c'est la provision pour dépréciation durable, c'est-à-dire que quand les assureurs font une moins-value latente, hein, sur les actions, ils doivent, à partir d'un certain niveau de moins-value, faire un passage en provision. Alors, c'est un peu technique, c'est que, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, les assureurs pouvaient moyenner à la baisse certains titres, ce qui leur permet d'éviter de diluer finalement leurs pertes. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez une action qui vaut 100, vous l'achetez, elle perd, elle tombe à 80, donc vous avez 20% de perte. Donc à partir de 20%, vous devez en théorie passer une PDD. Et là, vous repassez un ordre sur l'action à 80. Donc forcément, votre prix de revient, il n'est plus de 100, il est de 90, hein. Donc vous achetez à 100, vous rachetez à 80, il est à 90. Et donc votre moins-value, elle n'est plus à moins 20%, elle est à moins 10%, ce qui vous dispense de passer une PDD. Donc ça, c'est des petits arrangements, hein. Et là, a priori, hein, les commissaires aux comptes, hein, certains en tout cas, commencent un peu à mettre le nez chez certains assureurs en leur demandant de calculer la PDD non plus en prix de revient moyen, mais via une pile FIFO. C'est-à-dire que la position achetée à 100, même si l'assureur a moyenné à la baisse, elle devra être provisionnée à hauteur, devra être provisionnée parce qu'elle aura quand même perdu 20%. Ce n'est pas parce que vous moyennez à la baisse que la première position que vous avez prise, vous pouvez vous permettre de ne plus la provisionner ou de moins la provisionner. Et ça, évidemment, ça peut avoir des conséquences, hein, pour les malins, les petits malins, qui s'amusent à faire de la moyenne, à moyenner à la baisse justement les marchés pour essayer de booster le résultat. Donc ça, c'est voilà, c'est un petit détail, hein, pas, ça n'a pas changé la face du monde, mais ça montre qu'il y a certains, enfin le marché a été tiré en partie par certains acteurs qui qui ont un intérêt peut-être personnel à ce que la classe d'actifs des actions monte. Alors il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, hein, ça serait un petit peu jeter, enfin, ça serait un petit peu mettre enfin, on peut pas non plus, voilà, critiquer les assureurs, même si certains, je pense, se sont mis en difficulté en investissant massivement sur les actions à des niveaux de CAC 40 assez élevés. Donc là, il faut faire quand même attention, notamment chez les assureurs à architecture fermée. Donc ça, voilà, je vous encourage quand même à la plus grande prudence, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors, il y a quand même eu de bonnes nouvelles. Il y a quand même eu de bonnes nouvelles. Cette semaine, on a eu, hein, aussi incroyable que ça puisse paraître, on a eu de très bonnes publications. On a eu les banques françaises qui ont publié de très bons résultats cette semaine. Donc là encore, évidemment, ça permet de tenir les marchés à la hausse, hein, de maintenir les marchés à la hausse. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on n'arrête pas de nous parler des boulangeries, des artisans qui ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois avec la hausse des prix de l'électricité. Et pourtant, dans l'autre partie de l'échelle, hein, dans l'autre scope, on voit les entreprises du CAC 40 qui, aussi incroyable que ça puisse paraître, publient de très bons chiffres. On a l'industrie automobile qui a publié de bons chiffres, on a les banques qui ont publié de très bons chiffres, on a le secteur du luxe avec LVMH qui a publié des chiffres rocambolesques, on a les pétroliers, hein, notamment Total, qui ont dégagé d'énormes profits. Et là, je vais peut-être jeter une pierre un peu à la gauche, on va dire. Hein, je tape beaucoup sur le gouvernement, mais je suis pas, enfin voilà, je ne m'empêche pas de taper sur les autres partis. Bah, les salariés de Total ont profité, hein, vont profiter de ces super profits, puisqu'il va y avoir des intéressements
participations records qui seront distribuées à tous les salariés du groupe Total Énergie. Donc, malgré ce que certains peuvent dire, les bons résultats des entreprises du CAC 40 profitent également à l'ensemble des salariés qui travaillent pour ces entreprises. Alors oui, les grands patrons, les actionnaires profitent encore plus, hein, ça, il n'y a pas photo, mais on a quand même ce phénomène de ruissellement auquel on assiste. La fracture, elle est plus finalement, elle se situe plus entre les personnes qui travaillent pour les petites PME, les TPE, qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts, qui se prennent la hausse des prix de l'énergie de plein fouet, qui doivent commencer à rembourser les PGE durant la crise Covid, qui eux souffrent. Et on a effectivement à l'autre bout du scope des entreprises du CAC 40 qui se portent à merveille et qui font profiter une partie de leurs salariés. Et c'est pour cela aussi que beaucoup d'acteurs sur le marché ne croient pas en la révolution en France, hein, parce qu'un grand nombre de salariés travaillent pour les entreprises du CAC 40, soit directement, soit via des sous-traitants. Et là, évidemment, ces personnes-là, finalement, même si elles ne prennent pas une grosse part du gâteau comme les patrons, mais quelque part, elles profitent de revalorisation salariale, d'intéressement, participation, de CE confortable. Et donc, du coup, on a toute cette partie de la population qui, finalement, même avec des revenus modeste, hein, avec 1500, 2000, 2500 euros, arrive quand même à joindre les deux bouts via ces versements d'intéressement, participation. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi la situation, elle est moins... on a la rupture, en fait, elle se situe plus entre vraiment les petites entreprises et les grosses entreprises, indépendamment finalement du niveau de la hiérarchie où vous êtes. C'est-à-dire qu'un petit patron de PME, aujourd'hui, il est dans une situation beaucoup plus précaire, beaucoup plus difficile qu'un ouvrier, un salarié, un employé, hein, je ne parle pas des cadres, un employé qui occupe un poste intermédiaire chez Total Énergie, qui, lui, finalement, aura un confort bien plus intéressant que le petit patron qui essaye de développer son affaire. L'injustice, a priori, elle est là-dessus, et c'est ce que montre finalement pourquoi le CAC 40 se comporte très bien. C'est parce qu'aussi incroyable que ça paraisse, on a ces grosses capitalisations, hein, le luxe, l'énergie, les banques, l'automobile, le tourisme, qui arrivent finalement à profiter de la réouverture de l'économie chinoise, de la réouverture finalement au plus vaste de l'économie, du prix des matières premières pour gagner, pour engranger des bénéfices et malgré ce que peuvent dire certains déclinologues et faire profiter l'ensemble de leurs salariés. Alors évidemment, à des niveaux différents, bien évidemment, mais même le salarié en bas de l'échelle dans des grands groupes comme Total Energy, comme BNP Paribas, comme LVMH, profite finalement, cet effet de ruissellement, profite de cet effet de ruissellement. Et c'est ce qui explique pourquoi finalement on n'a pas une explosion sociale, alors que beaucoup de gens se disent c'est pas possible, on a des boulangers qui n'en peuvent plus, des petits artisans qui n'en peuvent plus, on a des agriculteurs qui sont à bout, on a une partie de la France qui n'en peut plus, pourtant ça tient, parce qu'on a quelque part ces grands groupes du CAC 40 qui font profiter leurs salariés et qui permettent une grosse partie de la population, finalement, qui travaille pour ces grands groupes, de tirer leur épingle du jeu. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles qui ont été pricées par les marchés et qui permettent aux indices de se maintenir assez haut? Alors, on a la fin de la guerre en Ukraine, aussi incroyable que ça puisse paraître. On voit que les marchés ne croient pas en une escalade de la crise en Ukraine. On a appris qu'il y a eu des missiles russes qui ont survolé quand même la Roumanie, hein, c'est pas rien, hier. Finalement, les marchés n'en ont eu cure. On a eu une petite baisse du CAC 40 hein, qui a été tapé les 7100, puis c'est reparti à la hausse. Hein. Donc les marchés ne croient pas en l'aggravation du conflit ukrainien. Ils pensent qu'on est maintenant beaucoup plus proche de la fin de la guerre en Ukraine que du début. Attention, prudence, hein, on a une vision plutôt optimiste là-dessus. Deuxième point optimiste que les marchés voient, que les marchés ont pricé, la désinflation et le retour d'une inflation à 2% d'ici la fin de l'année 2023. Alors, là encore, hein, c'est en partie justifié parce qu'en fait, l'inflation, on la mesure du mois de l'année N au mois
au même mois de l'année N+1. Donc forcément, toute la flambée des prix de l'énergie qu'on a observé en 2022, ben, ces effets de base vont se compenser. On va même avoir un effet de base négatif sur l'énergie, hein, puisque le gaz, avant la crise en Ukraine, est passé de 3500 à 10 000. Et là, on est passé de 10 000. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à même pas 2500, 2600. Les prix du gaz sont effondrés et l'inflation, les taux d'inflation que l'on va mesurer vont intégrer progressivement ce retournement à la baisse des prix des matières premières. Et donc, les marchés anticipent un retour de l'inflation à 2-3% d'ici la fin de l'année 2023. Là encore, attention, effectivement, les prix des matières premières ont baissé, mais la moindre étincelle sur le plan géopolitique peut faire repartir les prix de l'énergie, des matières premières à la hausse, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas sous-estimer les risques de second tour de l'inflation. Moi, je vois autour de moi, on a énormément de personnes qui arrivent à avoir de fortes hausses de salaire, hein, des hausses de salaire de 4, 5, 6, 7%. Et ça, attention aux effets de second tour de l'inflation qui pourrait finalement empêcher l'inflation totale de redescendre à 2-3% comme l'anticipent les marchés. Et donc, point 4, hein, évidemment, les marchés anticipent une baisse des taux des banques centrales à partir du second semestre 2023 suite à cette désinflation. Donc là, attention, on est prudent. Les banques centrales n'arrêtent pas de nous dire que les taux vont rester hauts pour un moment. On a même le patron de la Banque de France qui est membre de la BCE qui a dit les taux de crédit immobilier inférieurs à 2%, c'est fini, il faut oublier. Donc clairement, il n'anticipe pas un retour à la baisse des taux, mais les marchés ne croient pas en ce discours, pensent que les banques centrales vont baisser les taux à partir du deuxième semestre 2023. Donc attention, si jamais les marchés étaient déçus là-dessus, on pourrait avoir une correction. Autre point intéressant, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, les marchés ne croient pas en la récession. C'est génial. Les marchés anticipent une baisse de l'inflation, des salaires qui montent, des entreprises qui continuent à dégager des bénéfices, des marges, à payer leurs salariés, à même augmenter les salaires, le tout sans la moindre récession des banques centrales qui baissent aussi les taux. Donc ça, c'est vraiment waouh, c'est vraiment le scénario boucle d'or que les marchés anticipent, et c'est ce qui m'amène aussi quand même à être prudent, parce que là, vraiment, en fait, on voit le verre à moitié plein sur tous les domaines. Sur le front géopolitique, on voit le verre à moitié plein. Sur le front sanitaire, on voit le verre à moitié plein. Sur le front économique, on voit le verre à moitié plein. Sur le front de l'inflation, on voit le verre à moitié plein. Et ça, attention, attention. Ce qui m'amène d'ailleurs au cinquième point. Là encore, les marchés anticipent une réouverture de l'économie chinoise qui va booster la croissance mondiale, qui va booster les bénéfices des entreprises, qui va booster le luxe, notamment en France, LVMH, mais sans effet de second tour sur l'inflation. Donc là encore, je me pose des questions. Comment tous ces Chinois qui vont consommer, qui vont revenir sur le marché, qui vont produire, qui vont consommer, et donc entraîner un boost sur la croissance, ne vont-ils pas non plus, en consommant, mettre une pression sur les prix, notamment les prix des matières premières, avec le risque d'un redémarrage de l'inflation. Donc c'est là un petit peu, là encore, les marchés voient le verre à moitié plein, c'est la consommation chinoise, la réouverture de l'économie chinoise qui va booster les bénéfices des entreprises, mais ils ne voient pas le risque que ça booste aussi la demande et donc l'inflation. Donc là encore, prudence. Et enfin, le dernier point, les marchés anticipent clairement que tout ce qui se passe sur les retraites, ça va passer crème, que le gouvernement va faire passer ses réformes sur le système des retraites malgré l'opposition de la NUPES, donc la gauche radicale, et le RN, la droite radicale. Les marchés ne croient pas que tout ce qui se passe, les débats houleux à l'Assemblée nationale, les manifestations n'auront aucun impact, que le gouvernement passera crème sa réforme sur les retraites. Et ça, attention, si jamais il y a une déception là-dessus, si le gouvernement recule là-dessus, on a un risque d'écartement des spreads, hein, c'est-à-dire que les marchés vont se dire, oh là là, la France va avoir du mal à financer son système des retraites. Donc forcément, la France va être obligée de s'endetter encore plus pour financer le trou sur les dettes. Et donc, du coup,
hausse des taux d'intérêt sur la France, écartement des spreads avec l'Allemagne, etc., etc., etc. Et ça, le marché ne le voit pas. Lui, il pense que la réforme sur les retraites va passer comme une lettre à la poste. Et attention, jamais, si jamais il y a une déception sur ce front-là, si jamais les manifestations dégénèrent dans la rue, si à l'Assemblée il y a un problème, ça bloque, on peut avoir des mauvaises surprises sur la dette de l'État français. Donc, voilà un petit peu tous ces. Voilà, le marché en fait a anticipé énormément de bonnes nouvelles, mais pour le moment, on est en mode risk on, on ne voit pas les risques. C'est ce qui explique que finalement, on a les actions qui, qui s'envolent, qui profitent. Par contre, on a bizarrement, on a l'or, les obligations qui finalement sont assez bon marché parce que évidemment, les investisseurs ne veulent voir aucun risque. Aucun risque sur la récession, aucun risque sur les tensions géopolitiques, ce qui fait que finalement, on a des obligations et de l'or qui peuvent paraître bon marché, alors qu'on a des actions qui sont, tout est orienté sur les actions. Alors, moi, en quoi ça me dérange tout ça? Alors moi, en fait, j'ai la particularité, c'est que je suis à la fois salarié, donc je fais des gros horaires, je bosse, voilà, métro boulot dodo, hein, voilà, et en même temps, je suis investisseur. Et moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que depuis le début de l'année, mon patrimoine a progressé de plus de 20 000 euros rien que sur les investissements boursiers. 20 000 euros, c'est un an de salaire moyen de ce que touche un Français moyen. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, finalement, bah, j'ai gagné, alors c'est de la richesse évidemment latente, hein, j'ai gagné l'équivalent de ce qu'un travailleur va gagner en un an, rien qu'à cause des marchés qui flambent. Et ça, en fait, ça me dérange parce que moi, j'ai les deux casquettes, en fait. Hein. Je suis ni entre guillemets, le capitaliste qui travaille plus, qui vit de ses investissements, qui ne vit que de ses investissements, ni le travailleur métro boulot dodo qui n'a aucun investissement patrimonial, qui ne vit que de son salaire. Donc moi j'ai les deux. Et en fait, moi ce que j'observe, c'est que la répartition capital-travail, elle est largement déséquilibrée au bénéfice des détenteurs de capitaux et au détriment des salariés. C'est-à-dire que les personnes qui ont qui font l'effort de construire une stratégie patrimoniale, ces personnes-là, alors attention, on va pas sur le court terme, mais les personnes qui ont commencé à construire une stratégie patrimoniale depuis quelques années, voire même quelques mois, ben, ces personnes-là alors, ont finalement un avantage par rapport aux salariés. Et d'ailleurs, moi-même, hein, qui joue sur les deux tableaux, bah, ça a un effet négatif, c'est que j'ai tendance à je ne devrais pas le dire, hein, mais à zapper certaines réunions, notamment tard le soir, pour suivre mes investissements boursiers. Car mes gains, en fait, le gain que me procurent mes investissements boursiers dépasse mes gains salariaux. Et ça, c'est pas bon, même pour moi. Hein, parce que moi, quelque part, quand je travaille la journée, je suis censé faire gagner de l'argent à mon employeur en échange d'un salaire. Donc, j'échange mon temps contre de l'argent. Et je me dis, merde, le temps que j'échange contre de l'argent, bah, cet argent que je reçois, il est inférieur à mon patrimoine qui dort, qui est investi sur les marchés et qui galope, hein, comme on dit. Et ça, c'est assez inquiétant parce que il faut les deux. Il faut les deux. Hein. Autant l'extrême, voilà, l'extrême gauche qui veut taxer qui veut vraiment spolier les actionnaires en disant que les actionnaires, que les milliardaires, etc., sont des parasites, c'est extrême, c'est une vision extrême pour moi. Parce qu'on a besoin d'investisseurs pour faire avancer les entreprises. Hein. Une entreprise a besoin de capitaux pour embaucher et créer de la valeur, d'un côté, mais de l'autre, on a aussi besoin de salariés. Or, si, et moi je suis bien placé, je suis sur les deux tableaux, mais si même en tant que salarié, vous voyez que votre propre patrimoine vous génère plus de revenus que votre salaire que vous ramez hein, tous les jours, vous faites métro, boulot, dodo, et qu'à la fin, vous comparez votre salaire avec le revenu de votre patrimoine, ben, moi-même, ça me met dans une situation mal à l'aise. Parce que ben, forcément, voilà, le risque, c'est d'écouter d'une manière distraite les réunions, alors notamment le soir, parce que bah, évidemment, les marchés américains
souvent les résultats, les publications américaines tombent en fin d'après-midi, bah, c'est vrai que ça m'amène à être un peu, voilà, à ne pas prêter attention plus que ça aux réunions de fin de journée, parce que justement, j'ai plus intérêt à suivre mes investissements qui ramènent plus d'argent que le travail effectué, que les heures sup, hein, les extras effectués le soir. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, le travail doit être valorisé. Alors là, je vais peut-être parler un peu comme quelqu'un de gauche, hein, à gauche, mais le travail doit être valorisé. Or là, on a vraiment, hein, la couverture, elle est vraiment tendue vers le capital. Et c'est pas bon non plus. Hein. Il faut pas non plus, il faut ni spolier les actionnaires. Hein. On a besoin d'investisseurs, on a besoin d'actionnaires pour faire tourner la machine économique. Mais là, en fait, la part prise par les plus-values, les investissements en bourse dépasse largement la part qui revient finalement aux travailleurs, aux salariés. Et moi, je le dis, je ne défends aucun parti politique, j'ai les deux casquettes. Je suis salarié, je suis investisseur. Et je vois aujourd'hui, hein, début février 2023, que ma casquette d'investisseur me rapporte beaucoup plus d'argent que les dizaines d'heures que je passe à bosser, à charbonner pour telle ou telle entreprise. Hein. Donc, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas, il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà. Et donc, évidemment, à ce rythme-là, hein, si le CAC 40, hein, je raisonne par l'absurde, si le CAC 40 continue à galoper de record en record, hein, bah moi, je vais très vite arriver à une situation où enfin, ça sert à rien que je me lève le matin pour aller bosser. Autant rester chez moi et suivre mes investissements boursiers et ne rien faire d'autre. Éventuellement conseiller des gens à placer aussi leur argent, à faire comme je fais, hein, à faire de la stratégie patrimoniale. À ce rythme-là, j'aurais presque plus intérêt à ne faire que ça que à me lever le matin et à faire métro, boulot, dodo. Et c'est pas bon, parce qu'on a besoin de personnes qui font métro, boulot, dodo pour faire tourner l'économie. Là, on a vraiment la couverture qui est tirée au maximum. Et l'histoire nous apprend qu'un élastique ne peut jamais rester tendu. À un moment, le balancier finit par repartir dans l'autre sens. Et là, pour moi, on a vraiment une classe d'actifs, hein, les actions, hein, qui est vraiment, on a des marchés actions qui sont très, très, très hauts, hein, qui vraiment qui tirent la couverture à eux, au détriment euh, du travail, clairement, et des autres classes d'actifs. On a aujourd'hui des classes d'actifs qui sont vraiment bon marché. Hein. L'obligataire, aujourd'hui, vous prenez par exemple les obligations américaines. Aujourd'hui, vous pouvez investir sur des obligations américaines à 2 ans à quasiment 5% sans risque. Sans risque, tout en profitant, même si jamais il y a un problème avec la zone euro, de l'appréciation du dollar. Aujourd'hui, entre une action qui va vous donner 1 ou 2% de dividendes, 3% de dividendes, et une obligation de l'État américain sans risque libellée en dollars qui vous amène du 5%, vous voyez qu'on a on a un écart énorme. Donc attention, hein, attention, hein, c'est pour ça que hein, les dogs de Bordeaux, hein, les permaboules sur les actions, hein, attention, il ne faut pas non plus les suivre bêtement. On a tout un tas de gérants actions qui poussent, hein, qui tirent les marchés à la hausse. Attention à ne pas non plus les suivre bêtement. Voilà un petit peu hein, sur ce que j'avais à dire hein, sur cette vidéo un peu atypique. Hein. J'ai pas fait beaucoup de graphiques, j'ai pas eu le temps hein, parce que c'est un temps énorme, on s'en rend pas compte, hein, mais pour 1 heure ou une demi-heure de vidéo, quand je vous présente tous les graphiques, il me faut quasiment une demi-journée de préparation pour prendre tous les graphiques, mettre tous les supports techniques. Hein. Je balaye quand même un grand nombre de graphiques, hein, le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq, le Nikkei, l'Afrique du Sud, la Chine, le Brésil, rien que pour les actions. Sur les métaux, je vous fais l'or, l'argent, le platine, le palladium. Sur les obligations, je fais les obligations américaines, françaises, je fais les spreads, Italie, Allemagne, France, Allemagne, je fais le forex, euro, dollar, livre, euro et franc suisse, euro, et puis je fais les matières premières, hein, le gaz, le pétrole, le cuivre, le blé, le maïs, et puis les cryptos, Bitcoin, Ethereum. Donc ça fait énormément de classes d'actifs avec des graphiques,
énormément de temps de préparation. C'est une demi-journée de préparation, donc c'est vraiment énorme. Il faut les trouver, hein. Donc je m'excuse, j'ai pas pu le faire cette semaine parce que j'ai eu des vidéos à faire, plus mes investissements à suivre, mais je vous fais quand même cette vidéo qui, même pour vous, peut-être peut vous apporter peut-être plus en matière de stratégie d'investissement, de rapport entre le capital et le travail, hein, sans parti pris, hein. Voilà, j'ai pas ma carte chez Macron, j'ai pas ma carte chez Le Pen et j'ai pas ma carte chez Mélenchon. Voilà, vraiment un discours objectif, hein, et aussi des conseils en matière de gestion de patrimoine. C'est vraiment important. Regardez ce qui se passe entre le capital, le travail, les retraites, l'âge de départ à la retraite qui s'allonge. Ce qu'il faut retenir, c'est que je le répéterai jamais assez, il faut vous occuper de vos finances personnelles, hein. Ça sert à rien d'aller gagner, d'aller chercher des augmentations. Alors c'est bien, mais d'aller chercher des augmentations pour consommer plus, pour travailler encore plus, pour consommer encore plus. Ce qu'il faut, c'est dégager un écart entre votre salaire et vos dépenses pour réinvestir, investir tous les mois, chaque semaine, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, investir. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Alors je ne vais pas vous dire quel produit parce que ça dépend de chacun d'entre vous, ça dépend de votre aversion au risque, hein. Je n'ai pas de produit particulier à vous conseiller, hein. C'est tellement vaste, hein. L'univers des possibles est tellement vaste et ça dépend de votre situation. Mais investissez. Soit formez-vous, passez du temps, c'est énorme, hein, il faut passer du temps là-dessus. Soit faites-vous accompagner par un conseiller, mais c'est important vraiment d'investir, de vous diversifier. Même si vous aimez votre métier, travaillez. C'est important de travailler. On a besoin que le travail soit mieux rémunéré. On a trop de professions, les infirmiers, les restaurateurs, les ouvriers qui sont mal payés, qui ne sont pas payés à la hauteur de ce qu'ils produisent, les profs notamment, voilà, les soignants, etc. Donc, il faut travailler, mais il faut aussi penser à faire fructifier votre capital. Et faire fructifier ce capital, c'est quelque chose qui se prévoit sur le long terme. C'est pas quelque chose, hein, il n'y a pas d'investissement miracle, hein, ça se saurait, mais c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Moi, aujourd'hui, si j'ai vu mes revenus boursiers s'envoler parce que les marchés ont trop monté depuis le début de l'année, c'est parce que ça faisait depuis le début, la fin des années 2000, que chaque mois j'investis. Chaque mois j'investis sur des actions, sur des fonds, sur des assurances vie, architecture ouverte, sur des SCPI. Donc j'investis. Et forcément, par l'effet des intérêts composés, il y a un moment où finalement votre capital part à la hausse, explose à la hausse. Vous avez un effet d'explosion qui n'est pas salutaire, dont moi je me méfie, parce que c'est pas bon pour l'économie, mais à un moment ou à un autre, il faut que vous arrivez à faire en sorte que votre argent travaille pour vous. Même si vous aimez votre travail, et je sais qu'il y a des métiers passion, je sais que les métiers du social, les métiers du soin, les métiers de l'enseignement, les métiers de la restauration, ce sont des métiers passion, ça vous prend aux tripes, hein, quand vous voyez, je me souviens plus, Philippe Etchebest, le restaurateur, on voit, ça le prend, ça le prend aux tripes. C'est important, il faut des personnes, il faut des personnes comme ça, mais quelle que soit votre passion pour votre métier, pensez à faire fructifier votre patrimoine. Ne laissez pas les trains passer, les trains à la hausse des marchés passer. Il faut que vous arriviez à capturer la hausse des marchés actions. Moi-même, hein, ce qui ne vous empêche pas d'être critique, hein. Moi, je critique énormément monsieur voilà, Bernard Arnault parce qu'il capitalise des richesses, il concentre entre ses mains énormément de richesses en achetant des médias et en influençant les hommes politiques, en poussant des hommes politiques comme Macron à faire ce que lui, il veut, hein. Je me souviens d'une vidéo de Jean-Jacques Bourdin quand il disait à Emmanuel Macron, moi j'aime bien Jean-Jacques Bourdin, il disait à Emmanuel Macron en 2017, bah, comme votre ami Bernard Arnault, hein, puisque Emmanuel Macron prétendait ne pas faire de favoritisme, et Jean-Jacques Bourdin il dit oui, mais vous, avec votre ami Bernard Arnault, vous faites des choses. Et Emmanuel Macron, hein, droit dans les yeux, lui regarde, il lui dit Bernard Arnault, j'ai pas d'amis et Bernard Arnault n'est pas mon ami. Bon, en réalité, euh, moi je vais être cash avec vous, Bernard Arnault n'est pas l'ami de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas l'ami de Bernard Arnault. Bernard Arnault est le maître
de Emmanuel Macron. Hein. C'est Bernard Arnault qui fait la politique. Hein. Emmanuel Macron, il fait ce que Bernard Arnault lui demande, parce que demain, si Emmanuel Macron va à l'encontre de ces milliardaires, la presse va lui tirer dessus à boulet rouge, parce que la presse est en grande partie possédée par ces milliardaires. Donc ça, donc voilà. Donc je critique, mais j'ai aussi beaucoup d'actions LVMH en portefeuille. J'ai des fonds hein, dans mon assurance vie architecture ouverte, j'ai des fonds indexés sur le luxe. Donc parce que bon, bah voilà, on a beau critiquer le système, voilà, mais en même temps, on vit dans ce système. Donc soit on fait la révolution, ça des révolutions, il y en a une par siècle, hein, soit on comprend comment le système marche et on essaye d'en profiter en investissant. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. En tout cas, pour l'heure, les marchés actions sont tombés sur un os. Hein, les dogs de Bordeaux sont tombés sur un os. On a des résistances qui bloquent le CAC 40, qui bloquent le Dow Jones. Mais attention, hein, il ne faut pas sous-estimer la volonté d'un certain nombre d'acteurs à vouloir encore tirer les cours vers le haut. Donc, je ne serais pas surpris hein, si les cours marquent des plus hauts parce qu'il y a ce qu'on appelle un mouvement de flux, un effet de flux. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont intérêt à ce que les cours en bourse continuent à monter. Et dans ce contexte, je ne peux que vous recommander, et voilà, c'est le seul conseil que je vous donnerai comme ça à tout le monde, comme ça, c'est la diversification. Hein. Attention à l'effet FOMO, c'est la diversification. La diversification, pour moi, c'est la meilleure manière de faire, d'avoir un patrimoine à léguer à ses enfants et d'assurer un patrimoine pour sa retraite. Sauf si, évidemment, vous voulez créer une société comme Bernard Arnault, évidemment, dont le patrimoine est concentré sur LVMH. Là, évidemment, c'est des exceptions, mais globalement, pour un investisseur lambda comme moi, hein, la méthode, c'est la diversification. Voilà. Bah, écoutez, voilà un petit peu pour cette vidéo, d'un format peut-être un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Hein. J'ai plus parlé à bâton rompu. Hein. Habituellement, je lis un petit peu mes slides que je prépare. Là, ça a été un peu improvisé. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous, de vos proches, et je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances d'hiver. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut!